Quand le frère de ma femme a commencé à utiliser mes outils sans demander, j'ai atteint ma limite. Il m'a dit, « Tu crois que tout t'appartient ?» Ma femme a pris son parti, « Tu n'es pas irremplaçable non plus. » Cette nuit-là, j'ai ouvert mon atelier et j'ai enlevé tout ce qui m'appartenait. Mais ce que j'ai laissé derrière moi a eu encore plus d'impact. J'ai 38 ans, j'habite à Yakima, dans l'État de Washington, et je travaille depuis 11 ans comme menuisier indépendant dans mon garage. Je fabrique des armoires, des tables, des portes, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai passé plus d'une décennie à investir dans mes outils, à perfectionner mes compétences et à bâtir ma clientèle. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu avec du travail acharné, des mains calleuses et une concentration silencieuse. Je ne suis pas du genre à me vanter ni à parler pour ne rien dire, mais je suis fier de ce que j'ai construit. J'ai rencontré Marlène quand j'avais 28 ans. C'était le genre de personne qui remplit une pièce, elle riait fort, parlait vite, se fichait de ce que les gens pensaient. Elle aimait mon calme, disait que j'étais différent des mecs compliqués qu'elle fréquentait avant. Moi, j'étais discret, mais toujours à l'écoute. Et comme elle adorait parler, ça collait bien. On s'est mariés 2 ans plus tard. À l'époque, elle avait un bon poste dans une compagnie d'assurance. Rien d'extraordinaire, mais ça payait les factures. Je m'occupais de la plupart des choses à la maison, réparation, entretien de la voiture, courses. Elle aimait sortir. Moi, je préférais rester dans mon garage. Malgré nos différences, on faisait en sorte que ça marche. Tout a changé quand son frère Connor est venu habiter chez nous. Connor avait 25 ans et sortait d'une situation compliquée à Portland. Il n'a jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé. Marlène disait qu'il avait eu des problèmes avec ses colocataires, qu'il n'arrivait pas à garder un emploi et qu'il avait besoin de repartir à zéro. Elle voulait qu'il reste, juste un moment, le temps de se stabiliser. J'étais pas emballé. Je ne suis déjà pas proche de ma propre famille, alors la sienne. Mais je ne voulais pas me disputer. J'ai accepté, à condition que ce soit temporaire. Il s'est installé dans la chambre d'amis, et dès le début, il s'est comporté comme s'il était chez lui. Il laissait traîner sa vaisselle sale, prenait des douches interminables, vidait le frigo sans jamais rien racheter. Et il ne faisait même pas semblant de chercher du boulot. Il passait ses journées vautrées sur le canapé, à regarder la télé ou sur son téléphone. J'ai essayé d'être poli au début. Je lui ai laissé de l'espace, du temps. Mais les choses ont empiré quand il a commencé à entrer dans mon garage. Ce garage, c'est le mien. Ce n'est pas, à nous, ce n'est pas un espace familial. C'est là que je travaille, que je réfléchis, que je crée. J'y ai passé des milliers d'heures à transformer du bois brut en objet réel. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, je suis rentré chez moi et j'ai vu de la sueur sur mon établi. Je n'y avais même pas mis les pieds ce jour-là. J'ai pensé que j'avais peut-être laissé un truc inachevé. Mais j'ai vu un serre-joint déplacé, un ciseau abandonné. J'ai demandé à Marlène. Elle m'a dit. Oh, Connor essaie de bricoler un petit projet en bois. Il a juste utilisé quelques trucs. Je lui ai dit qu'il ne devait pas toucher à mes outils. Ce sont des équipements coûteux, pas des jouets. Elle a ignoré. Il essaie juste de construire une table. C'est inoffensif. Inoffensif? Un faux mouvement sur une scie à ruban et il peut perdre une main. Et mes outils? Certains valent plus cher que sa voiture. Je suis allé voir Connor et je lui ai dit clairement. Écoute, ne touche pas à mes outils sans permission. Le garage, c'est mon espace de travail, pas une aire de jeu. Il m'a lancé un faux sourire. Ok. Pas de souci. Le lendemain, mes pinceaux de finition étaient foutus. De la colle renversée. Un de mes ciseaux avait disparu. Et le sol du garage ressemblait à un champ de bataille. J'étais hors de moi. Je suis rentré dans la maison avec le pinceau ruiné à la main et j'ai demandé à Marlène. Tu te fous de moi? Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Quoi? Ton frère est en train de détruire mon atelier. Et elle, sans bouger. Il essaie juste de construire quelque chose. Pas la peine d'en faire tout un drame. Un drame? Ce pinceau coûte $40, et il a renversé la moitié d'une colle à 100. C'est laquelle a prononcé la phrase qui m'a fait basculer. Tu crois que tout appartient? Je suis resté figé. Je ne savais même pas quoi répondre. Et puis, d'un ton plus bas, comme si elle n'osait même pas le dire à voix haute, elle a lâché.
Tu n'es pas irremplaçable. Ça m'a glacé le sang. Je suis resté muet. Je suis sorti, je suis monté dans mon pick-up, et j'ai fixé le garage. L'endroit que j'ai construit. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Tu n'es pas irremplaçable. Comme si j'étais juste un meuble de plus dans la maison. Comme si je ne comptais pas. Je me suis levé à 5 heures du matin, avant tout le monde. J'ai reculé le camion jusqu'au garage et j'ai ouvert la porte. Je suis resté là quelques secondes, debout. C'était comme entrer dans une maison après un cambriolage. J'ai tout pris. Tous les outils, les scies, les forêts, les lames, chaque pièce. J'ai tout chargé dans le camion, je les ai emmenés dans mon local de stockage de l'autre côté de la ville, un espace que j'avais déjà préparé, au cas où j'aurais un jour besoin d'un plan B. À 8 heures du matin, le garage était complètement vide. Mais j'ai laissé une chose derrière moi. Je suis allé voir un ami qui tient une imprimerie, et je lui ai demandé de me faire un panneau avec de grandes lettres blanches sur fond noir. C'est pas à toi. Je l'ai fixé bien en évidence sur le mur où se trouvait autrefois mon établi. J'ai agi comme si de rien n'était. Vers midi, mon téléphone a commencé à exploser de messages. C'était Marlène, où sont tes affaires, qu'est-ce qui se passe, bon sang. Je n'ai tout simplement pas répondu. Quand je suis rentré à la maison, elle m'attendait dans le salon, les bras croisés. Connor faisait les 100 pas derrière elle, rouge de colère. Tu as vraiment vidé le garage? A-t-elle lancé. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je répondu. Et tu ne m'as même pas prévenu? J'ai cru que je n'avais pas besoin d'autorisation. Tu as toi-même dit que je ne possédais pas tout, non? Alors j'ai préféré assurer ce qui est vraiment à moi. Connor s'est mêlé à la conversation. Mec, tu dérailles. J'ai à peine utilisé quoi que ce soit. Je l'ai regardé. Tu as détruit pour $300 de matériel et en plus tu as menti. Il a haussé les épaules. C'est que du bois. Marlène a tenté de s'interposer. Tu exagères. Tu fais comme si c'était bien plus grave que ça. J'ai construit cet atelier avec mon propre argent, ai-je dit. Pas avec le tien. Ni avec le sien. Avec le mien. Je n'ai rien dit quand tu as demandé qu'il reste. Ni quand il a vidé nos courses ou semé son bordel dans la maison. Mais ce garage, c'était à moi. Et vous avez tous les deux dépassé les bornes. Et là, elle a répété. Tu n'es pas irremplaçable. Je suis parti cette nuit-là, en silence, sans crier. J'ai pris quelques vêtements, mon ordinateur portable, et je suis parti. Et ce n'était que le début. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas au fond de l'imprimerie de Kevin. Un vrai pote, de ceux que j'ai depuis le lycée. Il n'a même pas posé de questions, il m'a juste tendu une bière et dit, reste aussi longtemps que tu veux. J'ai à peine parlé, mais je crois qu'il l'a vu dans mon regard, j'avais abandonné. 2 jours se sont écoulés avant que Marlène n'apparaisse. Elle n'a ni écrit, ni appelé. Elle est juste venue sur le parking pendant que je ponçais une nouvelle table. Elle est entrée comme si de rien n'était. Tu vas vraiment continuer comme ça? M'a-t-elle demandé. Tu vas tout foutre en l'air? J'ai continué à travailler. C'est toi qui l'as fait. Son visage s'est crispé comme si je l'avais giflé. Tout ça à cause de quelques outils? Ces outils, c'est comme je gagne ma vie. Tu as laissé ton frère me voler et tu as dit que ce n'était pas grave. C'est la famille, et moi, je ne le suis pas? Elle a baissé les yeux. N'a rien dit. J'ai éteint la ponceuse. Et si c'était l'inverse? Si quelqu'un utilisait tes affaires sans permission, cassait tout, et que je prenais sa défense, comment tu te sentirais? Silence. Tu l'as laissé détruire quelque chose que j'ai construit de mes propres mains. Tu as trouvé des excuses. Et quand j'ai dit que ça suffisait, tu as dit que je n'étais pas irremplaçable. C'est ça qui m'a brisé. Sa voix s'est brisée un peu. Je ne voulais pas dire ça. Si, tu le voulais. Et jusqu'à maintenant, tu ne t'es même pas excusé. Elle est repartie après ça. Sans pleurer, sans supplier. Elle est juste remontée dans sa voiture et est partie. Mais Connor, ce clown, a encore eu le culot de m'appeler ce soir-là. T'as tout pris. Elle pète un câble. T'es content maintenant? J'ai raccroché au nez. Le lendemain, les appels ont commencé à arriver, des connaissances, des amis en commun, des voisins.
L'histoire circulait. Marlène disait que j'avais exagéré et que je l'avais abandonnée. Elle a même posté une allusion sur Facebook à propos de trahison. Je suis resté silencieux. J'ai préféré me concentrer sur la reconstruction. Kevin m'a proposé une partie de l'arrière de l'imprimerie pour installer un atelier provisoire. J'ai récupéré mes outils du dépôt, j'ai commencé avec des petits projets. Des anciens clients sont revenus. L'un d'eux m'a même dit: j'ai entendu ce qui s'est passé. T'as bien fait. Mais le vrai tournant est arrivé 2 semaines plus tard. J'ai reçu un email d'un gars nommé Dave. On avait bossé ensemble des années auparavant sur une rénovation de cuisine. Maintenant, il gérait un immeuble commercial au centre-ville et avait un local vide, c'était une ancienne boutique. Il a écrit: j'ai vu ton histoire sur Facebook. J'ai un endroit avec un loyer pas cher. T'intéresse à sortir enfin du garage? Je l'ai rencontré le jour même. L'endroit était parfait. Grande fenêtre, au plafond, assez de place pour tous mes outils et plus encore. Pour la première fois, j'ai vu un nouveau départ. J'ai signé le bail en moins d'1 semaine. Pendant ce temps, la maison s'écroulait. Connor n'avait ni emploi, ni argent, ni outils pour finir la table basse qu'il avait commencée. Les voisins ont commencé à remarquer le garage vide et les disputes. L'un d'eux m'a même envoyé un message. Tout va bien chez vous? Le frère de Marlène criait à l'entrée l'autre jour. J'ai répondu que je n'habitais plus là. Et c'est là que la vraie tempête a commencé. J'ai été convoqué. Marlène avait entamé une procédure de divorce, réclamant la moitié de nos biens, y compris la valeur de mes outils, de mon entreprise, et même une part de l'atelier que je venais de louer. Elle n'avait aucune idée de comment fonctionne la propriété d'entreprise. Elle pensait qu'en étant mariée avec moi, elle pouvait réclamer une part de tout, même des choses que j'avais achetées des années avant de la rencontrer. Mais j'avais les factures. Des preuves de chaque achat, chaque transaction. Mon compte pro était séparé. J'avais tout fait dans les règles. Mon avocat a été clair. Elle n'a aucun dossier. En réalité, elle pourrait même devoir vous verser des dommages. C'est là que j'ai décidé de contre-attaquer sévèrement. On a lancé une plainte contre elle pour perte de revenus due aux dégâts causés. Et on a inclus Connor dans la procédure. Oui, j'ai poursuivi mon propre beau-frère pour usage et destruction de matériel professionnel sans autorisation. L'avocat a dit que c'était rare, mais on avait assez de preuves, photos, messages, témoignages. On avait de quoi tenir devant un tribunal. Après ça, Marlène est restée silencieuse. Aucun message. Aucun post sur Facebook. Connor, lui, m'a envoyé un autre message. C'est la guerre, mec. T'as touché à la mauvaise famille. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardé. Parce que s'il pensait que c'était ça, une guerre, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Environ 1 semaine après avoir lancé l'action en justice, j'ai entendu frapper à la porte de mon nouvel atelier. J'étais en train de travailler sur un projet, en train d'assembler les panneaux d'un bureau en chaîne sur mesure, quand Kevin a passé la tête dans la pièce du fond et m'a dit: il y a une femme devant qui demande après toi. Elle dit qu'elle s'appelle Jenna. Je ne reconnaissais pas ce nom. Je me suis essuyé les mains et suis allé à l'entrée. Là, se tenait une femme d'une 30aine d'années, cheveux bruns courts, tenue professionnelle, un petit dossier sous le bras. Elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. Vous ne me connaissez pas, a-t-elle dit, mais moi, je connais Connor. Enfin, je l'ai connu. Elle a ouvert son dossier. À l'intérieur, des captures d'écran de messages, des emails, et quelques documents judiciaires, des ordonnances de restriction. L'une à Portland, l'autre à Vancouver. 2 femmes différentes. Et elle était l'une d'elles. Il se trouve que Connor avait un passé. Un vrai, pas juste de la paresse ou un comportement immature. Il avait déjà été expulsé de plusieurs endroits pour comportement menaçant. Une des ordonnances était encore active. Elle avait retrouvé mon nom sur une vieille photo où Marlène m'avait identifié, une image de notre pendaison de crémaillère, il y a des années. Et elle m'a dit que mon nom était aussi apparu dans un groupe Facebook privé, où des femmes locales se préviennent les unes les autres à propos d'hommes dangereux ou manipulateurs. Le nom de Connor y avait été mentionné 3 fois, rien que le mois dernier. J'étais sous le choc. Je lui ai demandé: pourquoi êtes-vous venu ici? Elle a répondu: parce que j'ai vu votre histoire en ligne. À propos des outils, de la plaque.
les gens la partagent. Je l'ai reconnu tout de suite. Et je me suis dit que s'il continue à blesser des gens, quelqu'un devrait le savoir. Elle m'a laissé le dossier et a dit: j'espère que ça pourra vous aider. Et ça m'a aidé. J'ai tout remis à mon avocat. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement d'outils. Il s'agissait d'un homme avec un schéma de comportement toxique et Marlène l'avait fait entrer dans ma maison, puis l'avait défendu. L'avocat a ajouté les documents au dossier. Il a dit que ça ne changerait peut-être pas la répartition des biens, mais que cela pourrait influencer la manière dont le juge percevrait les caractères et la crédibilité, surtout si l'affaire allait jusqu'à une audience complète. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Marlène. C'était la première fois depuis qu'on avait lancé la procédure. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a laissé un message, la voix tremblante. Je crois qu'on doit parler. Les choses sont allées trop loin. Je ne connaissais pas le passé de Connor. Je voulais juste l'aider. Je ne voulais pas que ça nous sépare. J'ai montré le message à mon avocat. Il a hoché la tête. Elle commence à réaliser l'ampleur des dégâts. Mais je ne l'ai pas rappelé. Je ne voulais plus de mots. Je voulais des actes. Entre-temps, une autre surprise est arrivée. Un ancien client, Rick, m'a contacté. Il avait une entreprise de rénovation locale et m'a dit qu'il avait vu mon histoire, et qu'il voulait aider. T'as déjà pensé à enseigner? Il m'a demandé. Il y a plein de jeunes qui se lancent dans le métier en ayant juste appris sur YouTube. Tu pourrais donner des cours dans ton atelier. Faire payer des stages le week-end. Je t'enverrai du monde. Au début, j'ai hésité. Je n'étais pas prof. Mais l'idée m'est restée en tête. J'ai commencé à planifier. J'ai construit quelques établis supplémentaires. J'ai monté un cours simple pour débutants, techniques de base en menuiserie, sécurité, entretien des outils. En une semaine, après une simple publication sur Facebook, 12 personnes se sont inscrites. La moitié étaient des passionnés, l'autre moitié, des jeunes cherchant à lancer une carrière, des gens qui respectaient le métier. L'atelier a commencé à prendre vie d'une manière nouvelle. Je ne reconstruisais pas seulement mon affaire. Je reconstruisais ma communauté. Côté judiciaire, Connor a finalement montré son vrai visage. Il n'a pas seulement répondu à notre contre-plainte. Il a intenté un procès contre moi. Il affirmait que je l'avais menacé physiquement. Que je l'avais intimidé pour qu'il quitte la maison. Que j'avais créé un environnement hostile. Tout était inventé. Mon avocat a éclaté de rire en lisant les documents. Mais ça voulait dire que nous allions au tribunal. Un vrai procès. Ce n'était plus une affaire d'argent. C'était une affaire de vérité. De tout ce qui avait été étouffé pendant des années. Et tout ça allait enfin sortir au grand jour. Le jour de l'audience est arrivé vite. J'ai mis un jean propre et une chemise boutonnée. Je ne voulais pas impressionner. Juste montrer du respect. Mon avocat, Bruce, m'a dit: reste calme et dis simplement les faits. T'as pas besoin d'impressionner le juge. Laisse la vérité faire son boulot. Connor est arrivé dans un costume tout froissé, un petit sourire en coin, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Marlène était assise derrière lui, le visage fermé, sans croiser mon regard. Quand mon tour est venu, j'ai dit la vérité. J'ai expliqué comment j'avais construit cet atelier depuis zéro, comment j'avais économisé chaque centime, comment j'avais acheté chaque outil grâce à mon propre travail. J'ai décrit les dégâts causés par Connor, comment je l'avais averti, comment j'étais parti quand j'ai compris que je n'étais plus respecté chez moi. Bruce a présenté les reçus, les photos, les messages, même le message vocal laissé par Marlène. Et il a montré au juge le dossier que Jenna m'avait remis. Il a montré les ordonnances de restriction encore en vigueur. Le visage de Connor a changé immédiatement, comme s'il venait enfin de comprendre que les choses n'allaient pas tourner comme il l'espérait. Ensuite, Connor a pris place à la barre des témoins, et a menti. Il a dit que je l'avais menacé avec un marteau, que je criais toutes les nuits et que je cachais des armes partout dans la maison, que je faisais pleurer Marlène tout le temps. Il a même affirmé que j'avais essayé de saboter sa carrière. Quand mon avocat lui a demandé: quelle carrière? Il a bafouillé. J'allais devenir designer de meubles. Bruce lui a tendu un document. C'est l'avis judiciaire que vous avez reçu d'un entrepreneur local après avoir essayé de vendre des copies de ses designs protégés par le droit d'auteur?
Connor est resté figé. Puis il a marmonné quelque chose qu'on n'a pas compris. Le juge a posé des questions directes. Vous habitiez dans la maison sans payer de loyer? Oui. Avez-vous payé pour un seul des outils? Non. On vous a dit de ne pas les utiliser? Il a hésité. Oui. Ensuite, Marlène est montée à la barre. Elle avait l'air épuisée, pâle. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas le passé de Connor. Qu'elle voulait juste aider son frère. Mais quand le juge a demandé à propos du commentaire, « Tu n'es pas irremplaçable », elle a tenté de dire que j'avais sorti ça de son contexte. Bruce a alors passé à nouveau le message vocal. La salle d'audience est devenue silencieuse. Une fois les plaidoiries terminées, il ne restait plus qu'à attendre. Une semaine plus tard, le verdict est tombé. Le juge a statué en ma faveur sur absolument tous les points. Marlène n'a rien obtenu de l'entreprise. Aucun outil, aucun droit sur le bail de l'atelier. Pire encore, elle a été jugée partiellement responsable des dégâts causés par Connor. Responsabilité solidaire. Le juge a ordonné à Connor de me verser 28 000 $ en dommages-intérêts. Il n'avait pas cet argent. Alors le tribunal a gelé son compte bancaire, saisi tout futur salaire et appliqué une retenue sur tout remboursement d'impôts. Mais ce n'est pas tout. Le tribunal a également transmis ses fausses déclarations sous serment au procureur. 2 mois plus tard, il a été arrêté pour parjure. Il s'avère qu'il était déjà en liberté conditionnelle à cause d'une affaire antérieure à Portland. Mentir au tribunal violait cette condition. Résultat, 6 mois de prison au comté, avec un avertissement clair, une nouvelle accusation, et il ira directement en prison. Et Marlène? Après la fin du procès, elle m'a envoyé un dernier message. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas emporté les outils. Je n'ai pas répondu. Parce que ça devait arriver. Il fallait que tout s'effondre pour que je voie la vérité. Mais c'est là que tout en a valu la peine. Tu te souviens de cet atelier de menuiserie que j'ai lancé? Il a fonctionné. Le journal local a écrit un article sur mon nouvel atelier, avec le titre. De la poussière au respect, l'artisan qui a tout reconstruit. Mon atelier a fini avec une liste d'attente. En 1 mois, j'ai embauché 2 assistants, et ouvert l'arrière-salle aux apprentis. Et le meilleur de tout, ce panneau original que j'avais fait, celui qui disait « Ce n'est pas à toi ». Je l'ai encadré et accroché au mur, juste à l'entrée. Les gens me demandent souvent ce que ça signifie. Je leur dis la vérité. Le respect compte. Ce que tu construis, ce que tu gagnes, ce que tu protèges, c'est à toi. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Je n'ai plus jamais parlé à Marlène ni à Connor. Mais la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait chez une cousine à Tacoma. Et Connor? Il faisait des burgers dans un snack au bord de la route, à 1 heure de la ville. Il a essayé de lancer une cagnotte en ligne pour payer ses amendes judiciaires. Il a récolté 37 $. Et un des commentaires disait: peut-être qu'il ne fallait pas voler quelqu'un qui s'est coupé les gens de sa vie sans même cligner des yeux. Ce n'était pas moi qui avais écrit ça. Mais j'ai souri en le lisant. Parce qu'au fond, la vengeance ne vient pas toujours avec des cris ou du feu. Parfois. Elle vient avec le silence. Et un garage vide. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel puissant que, parfois, la justice prend du temps, mais elle finit par arriver et quand elle arrive, elle ne fait pas de bruit, elle frappe fort. Voir quelqu'un reconstruire non seulement son entreprise, mais aussi sa dignité et sa paix intérieure, c'est inspirant. Et vous? Avez-vous déjà dû couper quelqu'un de votre vie pour vous retrouver? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. À très bientôt.